Vous êtes bien au journal sur Ados Télévision, voici les titres. Au Sénégal, des dirigeants africains se concertent lors du sommet sur la souveraineté alimentaire de l'Afrique. Crise Burkina-France, Paris appelle son ambassadeur à Ouagadougou pour consultation. Et enfin, Moscou dissout une ONG des droits humains russe. L'ONG est accusée d'avoir mené des activités en dehors de la région de Moscou. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous emmène au Sénégal où 16 chefs d'État africains participaient hier jeudi à des discussions autour des moyens pour l'Afrique de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Plus de 60 ans après les indépendances, c'était à l'occasion du sommet sur la souveraineté alimentaire de l'Afrique qui se déroulait à Damnadio. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall, hôte de cette rencontre, a appelé chaque État à consacrer au moins 10% de son budget au développement du secteur agricole. Reportage. L'amélioration de la souveraineté alimentaire de l'Afrique au centre d'un sommet qui a débuté mercredi à Diamniadio au Sénégal. Au moins 16 chefs d'État participent à la rencontre. Il y a urgence tant le changement climatique, le Covid-19 et le conflit russo-ukrainien ont provoqué la flambée des denrées alimentaires sur le continent. L'Afrique doit apprendre à se nourrir par elle-même et à contribuer à donner de la nourriture au monde. Nous en avons le potentiel. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants, établis sur plus de 30 millions de kilomètres carrés, avec plus de 60% des terres arables non exploitées de la planète. Pour transformer notre potentiel en réalité, il nous faut allouer au moins 10% du budget national au secteur agricole. Plus d'un demi-siècle après les indépendances, le continent est toujours en quête d'autosuffisance alimentaire. Pour le président kényan, l'Afrique aurait dû dépasser cette étape depuis des lustres. Permettez-moi de dire que le fait que nous ayons cette conversation, nous sommes si nombreux en tant que chefs d'État de notre bon continent et que nous discutions d'alimentation n'est pas une chose très intéressante à faire. Je pense que nous devrions discuter au-delà de l'alimentation, 60 ans après l'indépendance. La BAD promet 10 milliards de dollars sur les 5 prochaines années pour soutenir les stratégies nationales de souveraineté alimentaire. Et la tension ne faiblit pas entre la France et le Burkina après la décision des autorités de transition burkinabé de voir la force spéciale française Sabre quitter son territoire dans un délai d'1 mois. Hier jeudi, Paris a justement rappelé son ambassadeur à Ouagadougou pour consultation. Le point avec la rédaction d'Africa News. Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé jeudi le rappel de son ambassadeur au Burkina Faso pour mener des consultations au lendemain de l'annonce du départ du pays des forces spéciales françaises. Selon plusieurs sources, ces militaires installés depuis plus de 10 ans auront quitté le Burkina d'ici fin février. À Ouagadougou, les avis sont partagés. Un État qui dit qu'il est souverain doit être capable de se défendre lui-même. Il n'appartient pas à une autre armée de venir défendre notre État. Vu la détermination de notre armée actuelle, et puis le nombre vraiment élevé des VDP que le gouvernement a recruté vraiment, nous pensons que le départ de l'armée française, ça ne va pas poser problème à notre pays. Nous, on est en guerre. La guerre là n'est pas encore finie. Si on pouvait laisser, si la guerre est finie avec les terroristes, après maintenant on peut décider que France part. Mais pour le moment, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que la guerre est finie? Est-ce que nous seuls on peut gérer avec les terroristes là, sans armée française? Après avoir quitté le Burkina, Paris envisagerait de redéployer ses 400 militaires au Niger voisin qui accueille déjà près de 2000 personnels français ou encore de les affecter en Côte d'Ivoire. 11 personnes ont perdu la vie ce jeudi en Ukraine dans une vague de frappes menée par l'armée russe. Sur les 55 missiles tirés, la défense anti-aérienne ukrainienne affirme en avoir abattu 47. Au moins 11 morts et 11 blessés dans les bombardements russes de l'Ukraine ce jeudi. Moscou a visé l'ensemble du territoire, les régions de Kharkiv, d'Odessa, de Zaporijjia et celles de Kiev. Ces images ont été tournées à 50 km de la capitale.
Ici, les missiles russes ont frappé les infrastructures et les habitations. Cet homme vient de perdre son épouse. Je l'ai saisi, puis je l'ai traîné. Et il y a eu une grosse explosion et nous sommes tombés par terre. Je lui ai dit « Lève-toi », mais elle ne s'est pas levée. Je lui ai dit « Natacha, Natacha », mais elle ne s'est pas relevée. La ville de Kiev a aussi été visée. Des milliers d'habitants ont dû se réfugier dans les couloirs du métro, comme au début de la guerre, il y a presque un an. Cette attaque massive de la Russie intervient après l'annonce de l'envoi de chars occidentaux en Ukraine. D'après l'armée de l'air ukrainienne, sur les 55 missiles tirés par la Russie, 47 ont été abattus, dont une vingtaine autour de Kiev. Le tribunal russe a ordonné mercredi 25 janvier la dissolution du groupe Helsinki de Moscou, la plus ancienne ONG de défense des droits humains en Russie. L'ONG est accusée d'avoir mené des activités en dehors de la région de Moscou en violation de son statut régional. C'est un procès très suivi qui se tient à Moscou ce 25 janvier 2023. Dans le box des accusés, la plus ancienne ONG russe de défense des droits de l'homme, le groupe Helsinki Moscou, fondé en 1976, et sa rangée d'avocats. L'affaire est jugée par le tribunal municipal de Moscou. De nombreux défenseurs des droits humains sont présents. Au moment du verdict, tout le monde se lève. Le tribunal a décidé de satisfaire la requête du ministère russe de la Justice et de liquider le groupe Helsinki de Moscou et de le retirer du registre officiel des personnes morales. Dissoute, l'ONG n'a plus le droit de mener des actions en Russie. Motif invoqué, la violation de son statut régional. Dans l'assistance, personne n'est dupe. Malheureusement, notre tribunal n'a pas l'habitude de rejeter les demandes du bureau du procureur et du ministère de la Justice. La défense réserve ses commentaires à l'extérieur du tribunal. Jusqu'à quel niveau de l'administration l'ONG était-elle devenue indésirable? Genry Reznik pose la question. La procédure est politiquement motivée, dit-il. L'ONG va faire appel. Nous devons garder la capacité de réfléchir librement et indépendamment. Et surtout, ne pas perdre foi en la logique et le bon sens. Nous continuerons à nous battre. Nos efforts juridiques sont peut-être voués à l'échec maintenant, mais les époques changent. Les gens partent, le régime change. Les activités du Helsinki Group avaient ralenti depuis 4 ans, explique sa présidente. Nous ne faisons que protéger les droits constitutionnels des citoyens. Mais dans une Russie en guerre contre l'Ukraine, opération spéciale selon le terme officiel, la liberté d'expression fait l'objet d'assauts répétés du pouvoir. Toute critique reçue comme une dissidence portant atteinte à la sécurité du pays est punie, constate ce responsable de la fondation Sakharov basée aux États-Unis. L'ONG vient elle-même d'être déclarée indésirable en Russie. La répression ne fait en réalité que s'accélérer. En décembre 2021 déjà, Memorial, une autre ONG russe historique, était dissoute. Les individus sont également ciblés. Dernier condamné en date le mois dernier, Ilya Yashin, 8 ans et demi de prison pour ses positions sur la guerre en Ukraine. Le président israélien Isaac Herzog était ce jeudi à Bruxelles, en Belgique, où il a échangé avec les responsables de l'Union européenne et les autorités belges. Il en a profité pour appeler l'Europe à durcir le ton face au régime iranien, dont il dénonce en outre l'implication dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine. On regarde. Tête à tête avec le roi de Belgique, réunion avec des responsables européens, avec des responsables de l'OTAN et rencontre avec des représentants de la communauté juive belge. La première journée d'Yitzhak Herzog a été chargée. Le président israélien s'est d'abord rendu au Palais Royal belge pour un entretien avec le roi Philippe. L'occasion de rappeler l'amitié forte et réelle entre Israël et la Belgique selon les mots du président. Yitzhak Herzog a visité l'école juive Ganenou en plein cœur de la capitale. Direction ensuite la Commission européenne pour un entretien avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. L'occasion pour Yitzhak Herzog de rappeler les liens forts qui unissent Israël et l'Union européenne. L'Union européenne est un élément très important dans nos vies. C'est un partenaire stratégique potentiel pour Israël dans beaucoup de domaines. Et nous sommes aussi de véritables partenaires stratégiques potentiels pour l'Europe. Nous avons des défis communs, nous avons tellement de choses à partager pour faire du bien au monde. Et il y a tellement de problèmes sur lesquels nous pouvons travailler ensemble pour résoudre et aider l'humanité dans son ensemble.
Mais l'objectif du président israélien, c'est bien de faire passer un message clair, celui du danger que représente l'Iran au Moyen-Orient, mais aussi dans le monde. Et si pour l'instant l'Union européenne semble frileuse pour placer les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes, Yitzhak Herzog appelle Bruxelles à être plus ferme. L'un des principaux défis auxquels nous sommes confrontés, et je pense qu'il est clair maintenant que l'Europe y est confrontée, c'est le fait que l'Iran est en Europe. L'Iran combat les citoyens ukrainiens en fournissant des drones et des armes létales, en mettant le monde en danger, en se précipitant vers les capacités nucléaires, en tuant et en torturant ses propres citoyens. Et nous pensons qu'il est temps que l'Europe adopte une position très ferme sur l'Iran, car c'est un défi non seulement pour Israël, la région, le Moyen-Orient, mais aussi pour l'Europe et pour le monde. Le président israélien a terminé sa journée avec des représentants de la communauté juive locale. Il s'est aussi rendu dans la grande synagogue de Bruxelles, un lieu saint qui depuis 2008 est reconnu comme la plus grande synagogue d'Europe. Dans l'actualité au Proche-Orient, 9 Palestiniens ont été tués dans le camp de réfugiés de Jenin ce jeudi lors d'un raid mené par les forces de Tsahal contre des membres d'une organisation terroriste. Le film des événements avec la télévision israélienne I24. Sur ces images, des tirs palestiniens provenant du camp de réfugiés de Jenin en direction d'un drone israélien. Après plusieurs tentatives infructueuses pour l'abattre, le drone tombe soudainement du ciel avant de s'écraser au sol. L'incident s'est produit au moment où un convoi israélien de dizaines de véhicules blindés est entré à Jenin. Plusieurs explosions et des coups de feu se sont fait entendre. 8 terroristes ont été tués, 3 autres grièvement blessés, ainsi que 2 Palestiniens légèrement blessés. Selon le radiodiffuseur public Cannes, les troupes israéliennes cherchaient à arrêter un haut responsable du groupe terroriste du djihad islamique palestinien. Objectif pour Tsahal, contrecarrer une attaque majeure imminente. Selon le porte-parole du Hamas, les tentatives israéliennes à Jenin sont vouées à l'échec. Les affrontements en cours à Jenin sont la preuve de la résistance grandissante qui ne cessera pas tant que nous n'aurons pas mis fin à l'occupation et aux crimes qui se perpétuent sur notre terre. Toutes les tentatives de l'occupationniste pour saper notre morale ne fonctionneront pas et ne garantiront pas la moindre sécurité pour leur armée et leurs colons. L'armée israélienne poursuit son offensive antiterroriste dans le cadre de l'opération Briser la vague en Cisjordanie, en réponse à une série d'attaques qui ont fait 31 morts en Israël en 2022. Dans quelques jours, plus exactement à partir du 31 janvier, le pape François entame la seconde tournée africaine de son pontificat qui devrait le conduire en RDC et au Soudan du Sud. À la veille de ce déplacement, le chef de l'Église catholique dénonçait dans un entretien avec une agence de presse américaine la persistance, selon ses propres termes, d'une mentalité colonialiste envers l'Afrique. Des précisions dans cet élément. En 1992, lors d'un voyage à Gorée au Sénégal, Jean-Paul II condamnait la mise en esclavage des Africains en particulier. 30 ans plus tard, le pape François dénonce une mentalité colonialiste de la communauté internationale envers l'Afrique. Il y a une réalité historique, géographique. En italien, on dit Africa va sfruttata, c'est-à-dire que l'Afrique est destinée à être exploitée. Et c'est une sorte de mentalité colonialiste qui demeure. Dire que les Africains sont une tribu, ils sont noirs, ils sont ceci ou cela, sont autant de qualificatifs réducteurs. Le problème vient de notre attitude et de leur manque de courage à assumer pleinement leur indépendance. Apprendre de l'autre et échanger, c'est dans cette énergie que François veut arriver en terre africaine la semaine prochaine. C'est tout un processus culturel aussi qu'il faut accompagner. Nous ne pouvons pas aller en Afrique en pointant du doigt. Nous devons écouter leur culture, dialoguer, apprendre, parler, promouvoir. C'est une culture fascinante. François doit arriver dans la capitale congolaise, Kinshasa, le 31 janvier pour une visite de 3 jours. Il se rendra ensuite au Soudan du Sud.
Et si l'Afrique peine encore à se développer tant sur le plan humain qu'économique, cela s'explique par le recul de la démocratie et la montée du climat d'insécurité. C'est en tout cas ce que pense Mo Ibrahim dans cet élément qui dénonce le retour des systèmes autocratiques sur le continent et le recours aux mercenaires pour combattre l'insécurité. On en suit un extrait. La Fondation Mo Ibrahim a publié mercredi son indice sur la gouvernance en Afrique. La tendance inquiète, les progrès du continent en matière de développement humain et économique ont ralenti en raison du recul démocratique généralisé et de la dégradation du volet sécuritaire ces 3 dernières années. Ce phénomène de l'homme fort qui redevient à la mode partout dans le monde, pas seulement en Afrique. Nous voyons beaucoup de ces hommes forts partout. Certains de nos hommes forts en Afrique semblent regarder ce modèle et se dire « je peux aussi être comme ça ». C'est un problème. Nous sommes confrontés à un véritable défi et nous ne devons pas considérer la démocratie comme acquise. Alors que de nombreux pays sollicitent des mercenaires pour combattre l'insécurité à laquelle ils font face, la Fondation Mo Ibrahim pense que cette bataille serait celle de la jeunesse du continent. Les Africains doivent prendre cela en main. Je n'aime pas le fait que certains mercenaires soient amenés en Afrique pour faire notre travail. Nous sommes toujours fiers de dire que nous avons tant de millions de jeunes. Que nous avons le continent qui connaît la croissance démographique la plus rapide. Alors, où sont ces jeunes? Pourquoi ne partent-ils pas mener notre combat? La Fondation souligne des atteintes aux droits, des restrictions de la liberté d'expression et d'espace civique. Nous sommes optimistes, je suis optimiste. Je pense que cette génération va changer les choses parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Nous devons nous en sortir. Pour 2022, les meilleurs points de la bonne gouvernance ont été distribués à l'île Maurice, aux Seychelles, la Tunisie, le Cap-Vert et le Botswana. Et direction le Tchad, où ce sont, d'après les chiffres officiels, 10 000 ménages vulnérables qui bénéficient des filets sociaux octroyés par le gouvernement. Au nombre de ceux-ci, des réfugiés centrafricains, dont certains se distinguent par leur capacité à se reconstruire après le chaos. On suit ensemble ce reportage. Judith Noirem, une réfugiée et mère de 10 enfants habitant au camp de Gondier depuis 2006, est un exemple réussi de réinsertion sociale. Avec l'appui des filets sociaux du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil, elle vend des produits alimentaires sur les marchés locaux. Grâce à cette activité génératrice de revenus, elle réussit à subvenir aux besoins de ses enfants et à assurer leur scolarité. Grâce à l'argent que je reçois chaque trimestre, je me suis engagée dans le commerce des produits alimentaires, ce qui m'a permis de construire cette maison que vous voyez, ainsi que les meubles nécessaires. J'ai aussi inscrit mes 10 enfants à l'école et acheté leurs fournitures scolaires. Grâce à mes activités, j'ai aussi envoyé au Cameroun mon fils aîné qui est admis au baccalauréat 2022 pour ses études universitaires. Grâce à ce programme de protection sociale du gouvernement et de ses partenaires, de nombreux réfugiés et des familles de communautés d'accueil nourrissent de grandes ambitions pour leur progéniture. Les autorités veulent aussi lutter contre la pauvreté en milieu rural et encourager l'entrepreneuriat des femmes à la base. Nous faisons ce qu'on appelle les transferts monétaires non conditionnels, c'est-à-dire c'est de l'argent que nous donnons aux ménages vulnérables qui ne sont pas de l'argent qu'on demande de rembourser plus tard. C'est des ressources qu'on donne à ces ménages pour leur permettre de se prendre en charge sur le plan de consommation, soit éducation, peut appuyer leurs enfants à l'école et amener leurs enfants dans les centres de santé et les soigner. Donc nous avons ce programme des filets sociaux qui est habituellement sur 2 ans. Environ 10 000 ménages dans la province de Logon oriental bénéficient de ce programme de protection sociale du gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. Pour rappel, le Tchad accueille plus de 480 000 réfugiés sur son territoire et leur réinsertion sociale devient un véritable enjeu pour le ministère de la prospective économique. Et c'est donc la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prenez bien soin de vous et surtout, restez sur A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.